Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h31, merci d'être avec nous. Nous allons de nouveau essayer de comprendre, d'expliquer, d'analyser la situation au Proche-Orient. Nous avons besoin pour cela d'invités qui connaissent parfaitement les questions de défense, de relations internationales. Et justement, Guillaume Lagan est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de relations internationales, maître de conférences à Sciences Po et auteur de Questions internationales en fiche, livre paru en 2021. Alors, regardons les derniers développements. Dans un instant, nous allons recevoir aussi Kattar Abou Diab, qui est géopolitologue franco-libanais, spécialiste de l'islam et du Moyen-Orient, que je connais depuis longtemps, que j'ai interviewé à de très nombreuses reprises lorsque j'étais sur RMC. Kattar Abou Diab qui va venir s'installer avec nous. Mais Guillaume Lagan, regardons un peu les derniers développements. J'avais ce matin l'ambassadeur d'Israël comme invité en France et je lui ai posé plusieurs questions sur l'attente israélienne, les Israéliens qui ne lancent pas leur offensive terrestre sur Gaza. Il donnait des explications claires. Première explication, dissension, il reconnaissait dissension au sein du cabinet de guerre israélien, pression américaine et otages. 3 raisons qui vous paraissent évidentes. Elles me paraissent effectivement objectives. Je pense qu'il y a un problème un peu nouveau et qui n'est jamais arrivé jusqu'ici, en tout cas dans les interventions vis-à-vis de Gaza, c'est cette question des otages. Oui. Otages israéliens et otages de diverses nationalités, dont de nombreux occidentaux. Il y a aussi la question de la population civile à Gaza, avec là aussi d'ailleurs un aspect binational, parce qu'il y a quand même un certain nombre de citoyens français, de citoyens américains qui sont présents dans la bande de Gaza et qui peuvent expliquer les réticences des États-Unis, qui par ailleurs ont une vision plus large et ils veulent éviter qu'Israël se brouille avec les États arabes voisins qui ont noué des relations diplomatiques avec elle et qui pourraient être déstabilisés par une trop forte perte civile dans la population de Gaza. Puis il y a un dernier sujet, c'est effectivement ces dissensions au sein même du cabinet israélien, parce que la question alors il y a 2 questions. Il y a la question de comment on fait pour éradiquer le Hamas dans un environnement urbanisé extrêmement compliqué à traiter. Mais derrière, il y a aussi une question qui est politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de Gaza ? Est-ce que Gaza doit être vidé de sa population palestinienne pour la durée des opérations ou pour plus longtemps ? Est-ce que Gaza doit devenir à nouveau un territoire sous administration israélienne ? Est-ce qu'il faut le remettre à l'autorité palestinienne ? Tout ça, je pense que la majorité israélienne, qui est très diverse, elle est divisée. Et tant que ces questions n'auront pas trouvé une réponse claire, il est difficile d'imaginer une opération militaire qui se lance. Qu'en pensez-vous, Kattar Abou Diab ? D'abord, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un tout petit peu du micro. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, les hésitations israéliennes. Les hésitations, oui, s'expliquent par toutes ces raisons. Oui. Soit avancées par l'ambassadeur, avancées par notre interlocuteur, mais oui. Il y a vraiment l'effet surprise était énorme pour Israël. Oui. Et c'est la première fois depuis 50 ans qu'Israël subit un revers si dur. Alors justement, ce matin, je posais une question à l'ambassadeur. Je disais, mais les grands noms de la politique israélienne, les Begin, les Sharon et les autres, ont toujours pensé qu'Israël était vulnérable. J'avais la sensation, ces dernières années, qu'Israël se croyait invulnérable. Oui, il y a aussi... d'où l'effet de surprise. Les calculs politiques étaient mauvais. Oui. Israël comptait qu'un pays comme le Qatar, qui finançait Hamas à travers Israël, pourrait comme ça calmer Hamas. Hamas a joué une grande opération de camouflage. Depuis 2 ans, Hamas n'a pas fait de grandes opérations. C'est vrai. Et même une fois, son collègue Al-Jihad a lancé des missiles contre Israël en 2021. Hamas a refusé. Enfin, c'est ça les grands échecs israéliens, un échec de renseignement, un échec militaire. Et il aurait dû quand même avoir des renseignements à l'intérieur de Hamas et aussi à cause de tous ces laps de temps. Et maintenant, le problème est énorme. C'est un problème comme Bakhmut pour le Russe, lors du combat d'Ukraine. C'est un milieu urbain
il y a beaucoup de souterrains, et c'est vrai, ils auront des moyens techniques pour vaincre ça. Mais il y a un prix à payer. Oui. Israël, jusqu'à maintenant, depuis 2006, n'a pas voulu payer un prix. Car enfin, après la guerre avec la Hezbollah, les Israéliens ont pensé, avec la politique, avec les résolutions de l'ONU, ils assurent une certaine supériorité. Et la grande faute, c'est la faute de l'administration américaine. C'est la faute la plus importante. Les Américains ont pensé qu'on pourrait dépasser le problème palestinien pour aller à la normalisation avec Israël. Et ça, c'est un mauvais calcul, car il aurait fallu régler les problèmes palestiniens. Alors, ce qu'a dit aussi... attends, je vais vous donner la parole, Guillaume Lagan. La réalité géopolitique, parce que ce qui nous intéresse, ce qui se passe sur le terrain, malheureusement, nous sommes ici, nous ne savons pas tout. Loin de là. La réalité géopolitique, on en sait un petit peu plus. Quelle est-elle ? Israël était en train de négocier avec une partie du monde arabe, la partie sunnite, et notamment les États du Golfe. Accord d'Abraham et possible accord avec l'Arabie saoudite. Évidemment, l'Iran voit ça d'un mauvais œil. Le croissant chiite, l'Iran... Qui s'est construit grâce aux Américains. Construit grâce aux Américains, vous avez dit, parce que les Américains ont dégommé Saddam Hussein en Irak et ont jeté l'Irak dans les bras de l'Iran. Voilà. Alors Saddam Hussein était un rempart. Ça n'était pas le calcul initial, mais oui, c'était pas le calcul initial, mais en fait c'est le résultat final. C'est le résultat. Oui, non, moi juste ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit Kattab tout à l'heure, c'est que je pense qu'effectivement il y a un échec israélien. Vous l'avez dit, il y avait la pensée que la supériorité technologique l'emporterait sur tout. Apparemment, ils n'ont pas fait suffisamment de renseignements humains. Et quand ils l'ont fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient beaucoup de top en fait au sein du mouvement du Hamas, mais dans sa branche politique. Oui. Dans sa branche politique, celle notamment qui est basée au Qatar, celle qui est basée en Turquie. Là, il y avait de l'espionnage israélien. Pas suffisamment sur la branche militaire, qui en plus, compte tenu de la supériorité technologique israélienne, utilise maintenant des moyens très rudimentaires. Il se passe des petits papiers, ils se parlent, ils n'utilisent pas de téléphone portable, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu une véritable surprise tactique, ça c'est vrai. Bon. Maintenant, juste pour dire, est-ce que tout ça, est-ce que c'est parce qu'on a voulu enterrer le problème palestinien ? Moi, j'ai plutôt l'impression que comme on n'y arrivait pas, on a pris une voie de traverse qui était les accords d'Abraham, les relations diplomatiques. Les États-Unis ont suivi parce que ils sont beaucoup investis dans cette région, je veux dire sur le plan diplomatique, sans résultat probant. Donc il y a aussi une espèce de fatigue à Washington sur le sujet israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ? C'est-à-dire, est-ce que ces accords étaient mauvais en soi ? Moi, je crois pas. Ils sont suspendus, voilà. L'ambassadeur. Je posais la question à l'ambassadeur. Oui, okay. Il me dit, ils sont suspendus et ils reprendront. Oui, ils reprendront, mais ils reprendront si on voit le jour d'après à Gaza. Il faut voir, c'est-à-dire même si on fait une victoire contre le Hamas, on fait beaucoup de victoires. Les États-Unis avec Israël en 1982 ont chassé Arafat de Beyrouth. Il est venu grâce à François Mitterrand en Tunisie. Oui. Et puis, il a fait la paix avec Israël. Les résultats n'étaient pas bons, car entre ces deux peuples, il y a une guerre de survie, une guerre de présence. Oui. Et c'est ça qui est grave. Ce qui est grave, alors, il faut que cette reconnaissance mutuelle soit vraie. Voilà. De la part de Hamas, elle n'est pas vraie. Alors, parce que, c'est ça qui est un problème. Dans les accords d'Abraham et tout ça, on va dans les accords d'Abraham, on a oublié le peuple palestinien. Finalement, tout ça s'est fait sur le dos du peuple palestinien. On n'a rien fait ces dernières années pour essayer de trouver une solution pour l'avenir du peuple palestinien. Je suis pas entièrement d'accord. Ah bon les accords d'Abraham, ils ont été accompagnés d'un plan, vous savez, le plan Jared Kushner, qui était celui du parent de Donald Trump. Alors ces accords, c'est vrai que cette proposition d'accord, il n'était pas favorable aux Palestiniens. C'est clair qu'on n'était pas dans les paramètres de ce qu'on avait dit pour l'État palestinien. Mais enfin, il y avait quand même quelques propositions, notamment, c'est amusant parce qu'il y en avait une qui concernait la bande de Gaza, l'idée de fonder, vous savez, une grande zone industrielle au nord du Sinaï pour permettre justement aux 2 millions d'habitants de Gaza de trouver des emplois, de trouver un peu plus de richesse. Il y avait quand même cette volonté-là. Mais c'est vrai que le problème, si vous voulez, c'est que dans cette affaire-là, les Palestiniens ne sont pas toujours très bénévolents. Je veux dire, ils n'ont pas non plus répondu aux propositions d'accord. Ils ont l'impression qu'on leur propose pas un assez bon accord, ce qui peut se comprendre. Et puis surtout, ils sont divisés. Quand on parle des Palestiniens, c'est qui ? Est-ce que c'est l'autorité palestinienne ou est-ce que c'est les mouvements concurrents comme le Hamas ? L'autorité palestinienne, elle serait prête à accepter des choses, mais elle est pas très populaire dans la rue palestinienne. Oui. Et quant au Hamas,
Le Hamas, l'ADN du Hamas, c'est la destruction d'Israël. Voilà, c'est la destruction d'Israël, et c'est le refus de tout accord. Les défauts initiaux de l'accord d'Oslo, il y avait donc le problème de colonisation, toujours. J'allais en parler. Car maintenant, là, les territoires d'un État palestinien devient un territoire illusoire, Oui. très limité. Et d'autre part, il y a la question de Jérusalem, la question de retour. Il y a beaucoup de compliqués. Et il n'y a pas cette volonté. Les deux parties ont signé Oslo, mais ils n'ont pas eu l'esprit stratégique de la paix. Alors, et du côté israélien, comme du côté palestinien, ce sont les extrémistes qui ont pris la parole. Oui. Et maintenant, face à un gouvernement comme le gouvernement Netanyahou, et on voyait les manifs en Israël, tous les laïcs, tous les sionistes en Israël, c'était pas Israël pour eux, imaginé maintenant par les gens de l'extrême droite israélienne. Et pour cela, on a un problème à l'intérieur d'Israël, un problème à l'intérieur des Palestiniens, et tout ça, ce sont les voix des extrémistes qui se sont fait entendre ces derniers mois et ces dernières années. Le grand problème d'Israël, c'est que c'est une démocratie. Oui. C'est une démocratie en plus beaucoup plus intégrale que la nôtre, parce qu'à la Knesset, vous savez, il y a un système de proportionnel presque intégral. Donc les petits partis ont une voix très importante. Et c'est vrai que pour arriver à la paix, il faudra une majorité à la Knesset. Cette majorité, elle dépend de partis qui veulent pas la paix. Maintenant, s'agissant des colonies, je sais pas s'il faut se focaliser là-dessus, parce que quand on regarde la carte, c'est vrai que honnêtement, ça aurait été bien plus simple s'il n'y avait pas eu de colonisation. On est tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre fin à la question? On va arrêter là parce que je voudrais qu'on va une petite pause et on a un peu de pub. Est-ce qu'il faut mettre fin à la colonisation? C'est une question que je vais vous poser. Est-ce que c'est l'une des solutions pour trouver un chemin de paix? On y revient. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h moins le quart. Alors, regardons. Donc, je posais la question. Est-ce que stopper la colonisation serait un début de solution? Alors je dis oui et non. Je dis oui parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas eu de colonies créées dans les territoires occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie, ce que les Juifs appellent la Judée-Samarie, ça aurait été bien plus simple. D'ailleurs, je rappelle que le droit international condamne ces colonisations qui ne sont pas légales, puisqu'on est dans un territoire occupé, on ne peut pas implanter des populations. Maintenant, la réalité sur le terrain, c'est que les principales colonies sont insérées dans le territoire israélien, vous savez, par le biais de ce qu'on appelle la barrière de sécurité. C'est une énorme fortification qui a été construite par les Israéliens au début des années 2000 pour empêcher les Palestiniens de venir se faire exploser en Israël. Donc, ce que je veux dire, c'est construite. Complètement. Mais s'il y avait aujourd'hui un accord politique entre les Palestiniens et les Israéliens, on trouverait une solution. C'est-à-dire que probablement que les plus grosses colonies resteraient sur le territoire israélien et on trouverait des compensations territoriales. Il y a déjà des cartes qui ont circulé pour compenser cette perte côté palestinien. Qatar Abou Diab, est-ce que c'est une solution enfin, c'est une solution, c'est un début de solution, stopper la colonisation? C'est un début de solution, mais il faut surtout que les deux parties soient convaincus qu'ils veulent vivre ensemble. Oui. Et ça, c'est l'essentiel. L'essentiel que de partager un avenir commun. À mon avis, ça dépasse une histoire de territoire. Avant tout, il faut annuler pour les nouvelles générations les mythes religieux. Les religions qui sont venues se mêler de ça, les religieux. C'est-à-dire, si on ne sépare pas la religion dans ce monde, les sacrés du droit international, ça ne marchera jamais. Il faut quand même des droits. Mais il faut de l'humanisme, il faut aussi un réalisme politique. Le réalisme politique, c'est-à-dire, pour un petit État comme Israël, ils ont besoin des assurances. Ils craignent que ce territoire de Cisjordanie devienne comme le territoire de Gaza. Et pour cela, il faut que cette entité palestinienne qui soit née, un État, soit sous une sorte d'entité internationale au premier lieu. Il faut quand même un engagement international ferme pour régler ces vieux problèmes. C'est les plus anciens conflit régional du monde, 75 ans. Et enfin, on ne peut pas le laisser traîner car il va contaminer le monde. Il risque d'être exporté en Europe. Le Moyen-Orient risque tout à fait d'être embarrassé. C'est-à-dire, le conflit régional, il est devant nous. Le pire, on n'est pas encore là. Et pour cela, il faut une volonté internationale. M. Biden va jouer ces élections. Et les Européens, malheureusement, ne sont pas unis. On n'a pas une voix européenne et on manque
on manque une France qui prend des initiatives, mais des initiatives qui donnent des résultats. Oui. C'est-à-dire, une proposition sans résultat, c'est pas utile. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, de faire en sorte que la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique soit aussi encouragée à lutter contre le Hamas? C'est une idée. Pour filer la métaphore, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, notre président est très fertile en idées. Des initiatives, il en a beaucoup lancées, y compris sur le Liban voisin. Je pense que l'idée, c'était de montrer quand même la solidarité de la France avec Israël et d'apporter quelque chose que n'avaient pas apporté les autres leaders européens qui s'étaient déjà succédés à Tel Aviv. On voit bien toutes les différences qu'il peut y avoir entre le Hamas et l'État islamique. Maintenant, attendez juste un instant, juste pour dire que moi je trouve qu'elle est quand même intéressante dans le sens où l'idée c'est d'essayer d'obtenir une espèce de consensus régional justement sur le Hamas pour dire de la même manière que vous avez isolé l'État islamique, il n'y avait aucun allié, le Hamas, compte tenu de ce qu'il a fait le 7 octobre, s'est placé un peu au banc des mouvements politiques. Voilà, c'est peut-être ça l'idée. Avec tous mes respects pour le président, pour ses conseillers qui donnent ses idées, à mon avis, même les Israéliens et les Américains n'étaient pas très enthousiastes. J'ai vu la surprise. Ils n'étaient pas très enthousiastes. L'ambassadeur d'Israël était assez surpris par l'idée. Voilà. Et d'autre part, on ne peut pas mettre dans l'embarras les dirigeants palestiniens et arabes plus que ça. Écoutez, Mahmoud Abbas a dénoncé Hamas. Les dirigeants arabes même qui se sont réunis au Caire et ailleurs n'ont pas soutenu Hamas. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas oublier la détresse de la population de Gaza. Il y a une population qui paye le prix. Comme on réfléchit bien sûr aux victimes israéliennes de l'attaque du 7 octobre, une attaque ignoble, mais aussi on pense à ces gens. C'est-à-dire c'est une punition collective pour le monde arabe. Et les régimes arabes risquent leur peau de nouveau. Et pour cela, il faut être vraiment très attentif aux mots, parfois. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'un schisme entre Occident et cette région du monde. Il ne faut pas que ces schismes soient élargis. Alors, j'imagine, Emmanuel Macron, en Israël, a fait cette proposition. Il était avec Mahmoud Abbas. Il rencontre le roi de Jordanie à 11h. Donc Abdallah II, il ira peut-être en Égypte. J'imagine qu'il va aussi émettre une idée concernant le peuple palestinien et l'ouverture, je ne sais pas, une initiative peut-être, pour réunir une conférence. Je ne sais pas, moi. Il peut tenter de le faire, mais c'est vrai que quand même, quand on regarde objectivement, si on est vraiment là purement réaliste, ceux qui ont vraiment un poids sur Israël et d'ailleurs sur les autres États arabes, ce sont les États-Unis. La France, elle a quelques moyens. On a des soldats au Liban, on a des soldats en Irak, on a une base aux Émirats Arabes Unis, mais enfin on ne pèse pas du même poids militaire et diplomatique et politique que les États-Unis. Les États-Unis, ils ont envoyé 2 porte-avions dans la région dès que la crise a commencé. La France, elle n'a pas tout à fait les mêmes moyens. Alors peut-être que l'Union européenne pourrait, par le biais des mais où est la diplomatie européenne les Européens, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Nous, Français, nous sommes assez équilibrés. Anglais, Allemands sont quand même très pro-israéliens. Puis vous avez des États de l'Union européenne, l'Irlande, la Grèce, qui traditionnellement sont pas pro-palestiniens. Même l'Espagne donne des signes comme ça. Vous savez, le problème, c'est ça. Le problème, la France a les moyens, mais la France n'a pas des initiatives intelligentes pour qu'elles soient traduites en effet. Je dirais ça directement. C'est-à-dire, maintenant, les Chinois proposent une conférence internationale autour du Moyen-Orient. On peut pas. Pourquoi ne pas travailler avec les Chinois? On peut travailler avec Chinois et Américains. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire toujours on peut travailler à la carte, même si on n'est pas d'accord avec eux à propos d'autres sujets. Il faut un esprit plus large, car enfin, les Américains ne veulent pas donner de la place aux Européens. Ils veulent que les Européens soient annexés aux Américains. Donc, il faut que les Européens, ou surtout les Français, arrivent parfois à trouver... Vous n'êtes pas d'accord non, je suis pas sûr qu'il y ait une volonté d'affaiblir les Européens en tant que tels. Moi, je crois que c'est plutôt le problème, il est que quand on regarde les parrains régionaux de cette crise, les gens qui sont, les États qui sont impliqués, ils sont pas tous sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'une conférence, pourquoi pas. Mais l'idée que l'Iran pourrait se rallier à une solution négociée entre les Israéliens et les Palestiniens, moi j'ai de la peine à l'imaginer. Pourquoi ? Parce que l'Iran
le Hezbollah. On peut isoler l'Iran si on travaille bien. On peut isoler Monsieur Macron a fait tout pour garder le contact avec l'Iran et le Hezbollah. Et c'est quoi le résultat? Il faut chercher toujours les résultats. Les résultats zéro. Et pour cela, et maintenant, attendez, résultat zéro pour l'instant, le Hezbollah n'est pas entré dans le conflit. Mais il est entré dans le conflit, il a payé jusqu'à maintenant 50 morts le Hezbollah. Et il y a une semi-guerre au sud du Liban. Et hier soir, Nasrallah était réuni avec les djihad islamiques et avec les Hamas. Ah bon? Non, malheureusement. Vous pensez que malheureusement la situation ils vont s'engager totalement? Non, le Hezbollah va s'engager totalement? S'il y aura une guerre terrestre à Gaza, ça dépend de l'opération terrestre à Gaza. D'accord. D'accord. Moi, juste. Russie et Chine ne sont pas pour un règlement de la crise. Je voudrais quand même préciser à propos de la Russie, un point important, et j'en parlais avec l'ambassadeur, c'est que, mais les Israéliens bombardent des objectifs militaires en Syrie, l'espace aérien syrien est contrôlé par les Russes donnent donc leur aval pour bombarder ces... Oui. Il y a 1 million d'Israéliens d'origine russe. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est la petite concession que la Russie a faite, parce que sinon, sur tout le reste, elle a quand même été extrêmement... partiale dans cette affaire, elle n'a pas condamné le Hamas. Monsieur Poutine, et bien pour sûr, que les gens oublient bien sûr, l'Ukraine, elle va perdre des profits, bien sûr. Cela dit, je maintiens que je ne pense pas que finalement, sur le fond, la Russie, ni la Chine d'ailleurs, n'ait vraiment intérêt à un règlement du conflit. Vous savez, la Chine, c'est pas la Russie, et la Chine, jusqu'à maintenant, joue la soft power, ne joue pas et je pense que la Chine, c'est-à-dire dans ce monde qui s'est construit, il y a maintenant ce qu'on appelle les concepts sud-global. Si on va faire plus de divisions, pour cela, il faut, dans certains cas, chercher à faire des percées. C'est-à-dire, on ne peut pas marcher toujours derrière les idées américaines. Monsieur Biden, l'autre jour, il a dit les États-Unis, c'est la phare du monde. Ok, très bien. Elle veut construire un nouveau système. Mais il contrôle le système international. Mais les résultats, si on voit bien, au moins pour le Moyen-Orient, ne sont pas brillants. Ils sont entrés en Irak. Ils ont ouvert les boulevards à l'Iran. Et maintenant, l'Iran devient une force régionale grâce à ces stratagèmes américains. Oui, après, alors il faudrait qu'on reparle de l'Irak. Mais l'Irak, c'est en même temps, difficile que soit la situation là-bas, c'est quand même une démocratie, c'est quand même un pays où il y a des élections, c'est quand même un pays où il y a une critique, c'est quand même un pays où il y a des oppositions. Plus ou moins contrôlé par les milices chiites. Certes, mais c'est un État dysfonctionnel. C'est un État dysfonctionnel. L'Irak, Syrie, Liban, Yémen, on est d'accord. Ils sont entre les mains de l'Iran. On est d'accord. Et les États sont simplement... Le Liban est entre les mains de... Bien sûr. Ah oui, La décision appartient au Hezbollah. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y aura, à mon sens, probablement pas de réaction du Hezbollah trop excessif, parce que ils n'ont pas vraiment intérêt aujourd'hui à remettre en question un système qui leur profite, puisqu'ils sont l'acteur dominant sur la scène politique libanaise. Oui, mais ils ne peuvent pas laisser Hamas. Si Hamas demande à la rescousse. Messieurs, une information, Emmanuel Macron va se rendre en Égypte. C'est confirmé après sa rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie. Donc il poursuit sa tournée. Je remarque quand même, on critique beaucoup, mais je remarque quand même qu'il est le seul dirigeant occidental à pouvoir actuellement être accepté dans toute la politique arabe de la France. Oui, la politique arabe de la France. C'est bien. La France a des atouts, mais il faut utiliser ces atouts. Par exemple, la France a de bonnes relations avec la Jordanie et l'Égypte. Et ce sont deux pays très concernés par cette situation. Il faut écouter qu'est-ce que ces gens proposent. Alors nous pour sortir de l'impasse. Et si Emmanuel Macron a une nouvelle idée qu'il pourrait développer là-bas. Bien, merci messieurs d'être venus nous voir. Sud Radio Média, après les informations, Christine Bouillot et Gilles Gansman reçoivent la réalisatrice Mathilde Gautry, auteure d'un reportage sur les nouveaux réseaux de prostitution. Merci d'être Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.